Donc, bienvenue au webinaire sur l'accord PPH. Bienvenue, merci à tous et merci pour les quelques minutes d'attente avant le début. Donc, ceci est un webinaire organisé par l'Institut national de la propriété industrielle INPI de France et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Donc, veuillez noter que le webinaire sera enregistré et publié ensuite sur le nouveau site web de l'Alliance francophone de l'API. Mon nom est Marc Deblé-Schauer. Je suis le directeur dans la direction des services et stratégies et services organisationnels de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, donc l'OPIC. Et j'ai précédemment été examinateur de brevet en chimie organique, donc j'ai une expérience du PPH, même du point de vue du bureau de pays. Donc aujourd'hui, je serai le modérateur dans l'atelier qui va lier l'OPIC et l'INPI. Et c'est une présentation internationale. Donc, moi, je vous parle du Québec au Canada, mais d'autres intervenants qui vont être de différents pays. Et on espère qu'il y a des participants de nombreux pays aussi. Donc, nous aurons la chance d'être entourés de 6 experts en matière de brevets et du PPH. Donc, autant du secteur public que du secteur de l'industrie ou parapublic. On a Jonathan Witt, Andrew Davidson, Jean-Nicolas Hérault, Louis-Pierre Gravel, Nassima Nas et Gabriel Bouving. Et nous aurons également la chance d'être en compagnie de Mme Valérie Boussan, directrice du département des brevets à la direction de la propriété industrielle des entreprises de l'INPI. Elle occupe la fonction de directrice département depuis 2022, après avoir été successivement, elle aussi, ingénieure examinatrice, puis responsable du service des marques. Donc, sur le programme d'aujourd'hui, suite à l'introduction, les experts des brevets de l'OPIC et de l'INPI vont partager leur expertise en nous présentant les avantages. Et ensuite, nous aurons un panel avec les clients et l'occasion d'avoir un retour d'expérience, d'entendre les témoignages d'avocats et des deux entreprises françaises et canadiennes. Suite à un panel, nous aurons une présentation de questions. Donc, ça pourrait être soit les experts des bureaux de l'API ou les intervenants du panel. Donc, dans cette présentation, vous avez noté que le chat est désactivé. Donc, le clavardage chat n'est pas actif. Il y a toutefois une question Q&A, donc une partie questions-réponses. Selon la configuration, ça peut être en bas, ça peut être dans les 3 petits points. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à l'avance et, si possible, indiquer qui vous aimeriez répondre à votre question. Oui, ça va, tu peux avoir un 15 minutes ensuite pour avoir ces discussions-là. Et pour conclure, c'est Mme Valérie Beauchamp qui va conclure le webinaire. Donc, sans plus tarder, heureux de vous présenter nos experts en brevet et je vais devoir leur céder la parole. D'abord, ça va être Jonathan Witt, un ingénieur examinateur chargé de mission Affaires internationales et de l'INPI. Il s'est occupé des discussions de la mise en œuvre de 10 accords PPH signés par l'INPI depuis 2022. Et Andrew Davidson, gestionnaire de programme international pour le PPH à l'OPIC. Il a débuté à l'OPIC en tant qu'examinateur de brevet en 2003 et a occupé d'autres rôles depuis. Donc, Andrew et Jonathan vont nous en dire davantage sur le PPH, c'est ce que c'est exactement, quels sont les avantages, comment l'utiliser. Jonathan va commencer, suivi de Andrew. Donc, à vous, messieurs. Je vous laisse partager vos diapositives. Ok, merci Marc pour cette introduction. Alors moi je vais vous parler des accords PPH de l'INPI. Tout d'abord, il faut signaler que l'INPI a signé 10 accords PPH bilatéraux depuis 2020. Le premier, c'était l'accord PPH avec l'Office japonais des brevets qui est en vigueur depuis le 1er décembre 2021. Ensuite, on a eu toute une série d'accords PPH avec l'USPTO, l'OPIC du Canada, INPI Brésil, l'Office de la Corée du Sud, le KIPO, l'Office d'Arabie Saoudite, la SAIP, l'Office iPost de Singapour. Et à ce titre, l'accord avec l'OPIC est entré en vigueur depuis le 1er février 2022 et il a été prolongé récemment jusqu'au 31 janvier 2030. Plus récemment, on a eu un accord PPH avec l'OMPIC du Maroc et l'IMPI du Mexique, et puis également l'accord avec la CNIPA de Chine. Un petit bilan au 31 octobre 2024. À l'étranger, il y a eu 115 requêtes PPH qui ont été déposées par les entreprises françaises, 50 auprès de l'USPTO, 34 auprès d'INPI Brésil, 10 auprès du KIPO,
8 auprès de la CNIPA et 7 auprès de l'Office japonais des brevets, et donc 6 auprès de l'OPIC du Canada. Parmi ces entreprises françaises, on peut trouver notamment Sagemcom, ce qui explique également la présence de Gabriel Bouvigne pour la table ronde qui va suivre. En France, on a eu 18 requêtes PPH qui ont été déposées par des entreprises étrangères. Quelques mots sur l'éligibilité. Donc, ce sont des conditions qui sont importantes pour déposer une requête PPH. Tout d'abord, la nature de la demande. La demande de brevet déposée auprès de l'INPI doit avoir la même date, la plus ancienne, qu'il s'agisse de la date de priorité ou de la date de dépôt, que celle d'une demande nationale correspondante déposée auprès de l'OPIC ou d'une demande internationale PCT correspondante pour laquelle l'OPIC était ISA-IPEA, c'est-à-dire Autorité de recherche et d'examen pour le PCT. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une revendication considérée comme brevetable ou acceptable dans la demande correspondante par l'OPIC, en sa qualité d'office national ou d'ISA-IPEA. Alors, brevetable acceptable, ça signifie que l'OPIC a considéré cette revendication comme nouvelle, non évidente et utile. Il y a une condition sur la correspondance suffisante entre les revendications qui ont été considérées comme brevetables acceptables par l'OPIC et celles de la demande française. En pratique, il faut que les revendications de la demande déposée auprès de l'INPI doivent avoir un objet identique ou plus étroit par rapport à celui des revendications acceptées ou considérées comme délivrables par l'OPIC. Et enfin, il faut que l'examen de délivrance n'ait pas commencé. Donc, en pratique, c'est tant qu'une notification n'a pas été envoyée par l'INPI au stade de l'examen de délivrance. Alors, la condition numéro 1 sur la diapositive précédente était peut-être un petit peu compliquée, mais avec des schémas, c'est plus facile de comprendre. Donc là, vous allez avoir quelques diapositives avec des schémas explicatifs pour vous montrer dans quelles conditions ça fonctionne. L'exemple A, c'est le cas le plus classique, celui qui a été à l'origine du PPH. Donc, on a une demande de brevet déposée auprès de l'OPIC, une demande de brevet déposée auprès de l'INPI sous priorité de cette première demande déposée auprès de l'OPIC. La demande déposée auprès de l'OPIC est brevetable. Eh bien, on peut demander l'accélération de la procédure sur la procédure française via une requête PPH. Le KB, c'est une variante. Je ne vais pas le détailler pour économiser du temps, mais je pense que vous le comprendrez assez facilement au visuel. Pour une demande PCT, donc c'est un cas qui intéresse souvent nos déposants. Donc, on a un dépôt PCT, on a une demande française déposée sous priorité de ce dépôt PCT. Si la phase nationale canadienne auprès de l'OPIC est considérée comme brevetable par l'OPIC, eh bien, on peut déposer une requête PPH sur la procédure française. Là, on a des exemples qui se rapportent à ce qu'on appelle le motainai, PPH. Alors, motainai, c'est un mot japonais qui signifie gâchis. Donc, avec le motainai, c'était une évolution de la première version du PPH, celle qui était illustrée par l'exemple A tout à l'heure. Donc, pour le motainai, on considère que dès qu'un examen a été réalisé par l'un des deux offices, on peut demander l'accélération sur l'autre procédure. Donc, par exemple, si vous regardez l'exemple à gauche, si on a une demande déposée auprès de l'INPI et une demande déposée auprès de l'OPIC sous priorité de cette demande INPI, si l'OPIC a été plus rapide, il a fait son examen rapidement et considère que la demande est brevetable, et on peut demander l'accélération de la première procédure. Donc, il n'y a pas d'ordre de dépôt, on n'a pas d'office de second dépôt et de premier dépôt et de second dépôt. Là, on remplace ces notions par office de premier examen ou de deuxième examen. Donc, le deuxième cas à droite, c'est aussi une variante. Je ne vais pas l'expliquer davantage. Là, il y a ce qu'on appelle le PCT-PPH. Donc, pour le PCT-PPH, on se base sur les produits de travaux qui ont été réalisés par un office en tant qu'ISA, IPEA sur la phase internationale. Et on peut demander l'accélération sur la base de ces travaux. Donc, par exemple, si on prend l'exemple à gauche, on a une demande PCT. On a l'OPIC qui a été ISA ou IPEA, qui a réalisé une opinion écrite ou un rapport de recherche international préliminaire. On a une demande déposée auprès de l'INPI sous priorité de cette demande PCT. Eh bien, l'INPI on peut demander l'accélération de la procédure française sur la base de ses produits de travaux sur la phase internationale. Enfin, le cas
que vous voyez à droite, c'est un petit peu une combinaison du PCT-PPH et du Motainai-PPH, où là, on demande l'accélération de la première procédure sur la base des produits de travaux sur la phase internationale. Quels sont les documents à fournir à l'INPI? Il y a 4 ou 5 documents à fournir lors du dépôt de la requête PPH. Donc, on a les produits de travaux pertinents réalisés par l'OPIC quant à la brevetabilité et leur traduction en français. Donc, quelles sont ces notifications? Ce sont l'avis d'acceptation, le rapport de l'examinateur, l'action finale ou alors tous les produits de travaux PCT, donc WO-ISA, WO-IPEA et IPRP. Il faut transmettre également les revendications qui ont été considérées comme brevetables ou acceptables par l'OPIC, sauf si elles sont accessibles sur la base de données des brevets de l'OPIC ou PatentScope. Il faut transmettre les documents cités par l'examinateur de l'OPIC dans son produit de travail. Il faut aussi transmettre un tableau de correspondance entre les revendications de l'INPI et de l'OPIC, c'est-à-dire voir c'est la notion de correspondance suffisante, c'est-à-dire est-ce que ce sont les mêmes revendications ou est-ce qu'il y a des revendications qui ont été fusionnées. Enfin, c'est pour voir les relations entre ces revendications. Enfin, lorsque la requête PPH est transmise après le dépôt de la demande de brevet, il faut aussi joindre un formulaire de requête PPH, mais j'y viendrai un petit peu plus tard. En pratique, pour déposer une requête PPH, il faut passer par le portail e-procédure. Vous avez l'adresse que sûrement vous connaissez bien si vous déposez des demandes en France. Il y a 2 modes de dépôt, soit au moment du dépôt du brevet, de la demande de brevet, soit après le dépôt de la demande de brevet. Donc, les icônes qui sont liées au PPH apparaissent sur la page revendication de priorité dès lors qu'une revendication, une priorité canadienne ou WO a été revendiquée. C'est ce que vous pouvez voir sur la capture en dessous. Donc, vous cochez la case verte oui pour déposer votre requête PPH. Et ensuite, vous avez les icônes pour joindre vos différents documents en appui de la requête PPH. Après le dépôt de la demande de brevet, ben, c'est la même procédure que pour transmettre tout type de document à l'INPI. Il faut se rendre dans Mes actions, puis transmettre un document et typer ces documents comme requête PPH. C'est-à-dire, ça nous permet de bien voir qu'il s'agit d'une requête PPH et évidemment ne pas oublier le formulaire de requête PPH qui permet de donner toutes les infos nécessaires au traitement de la requête. Les directives PPH ainsi que le formulaire PPH se trouvent dans l'aide en ligne de la section brevet. Alors, il faut cliquer sur votre page d'accueil sur le point d'interrogation. Vous avez la page centrale du milieu qui s'affiche et là, vous cliquez sur Notice d'utilisation relative au dépôt d'une requête PPH. Elle est également disponible en anglais. Et sur la colonne du milieu, vous avez le formulaire de requête PPH qui est aussi disponible. Et le document se présente comme ci pour la page de garde. Et évidemment, la requête PPH est gratuite. C'est tout pour ma présentation. Alors, je passe la parole à Andrew Davidson de l'OPIC. OK. Super, merci Jonathan et Marc. C'est mon plaisir de présenter de Gatineau et vous parler du PPH à l'OPIC et notre entente bilatérale avec la France. Le PPH à l'OPIC a beaucoup de similarités à celui de l'INPI, donc je tenterai de surligner les points importants en évitant de trop répéter les éléments en commun. Donc, le concept d'une entente PPH date de 2006. L'OPIC s'est joint en 2008 avec 8 autres offices. À l'OPIC, nous avons maintenant 33 partenaires PPH dans 2 types d'ententes. Alors, nous sommes très heureux de notre entente avec l'INPI, surtout de pouvoir promouvoir l'API en français. L'OPIC offre tous ses services en français. Les avantages de la PPH. Donc, pourquoi la PPH? Pour les clients comme les offices, la PPH permet d'économiser du temps et de l'argent. En tirant parti des travaux d'examen antérieurs, les bureaux et les clients réduisent les doublons. En plus, la PPH est gratuite. Le résultat est des droits de propriété intellectuelle de haute qualité plus rapidement, ce qui mène à une meilleure confiance dans le marché. L'efficacité pour l'OPIC et ses clients. Ici, dans les premières 2 rangées, on voit un meilleur taux d'octroi après l'ensemble du processus et aussi dans le cas où il n'y a pas de rapport et la délivrance est la première action de notre office. Dans la 3e rangée, on voit que l'OPIC émet une première action en moins que 3 mois pour la plupart des demandes PPH. Le délai moyen entre la demande PPH et une décision finale est aussi beaucoup
beaucoup plus court. Et en moyenne, une demande PPH sauve l'Office et le client environ 0,7 à 0,8 rapports et réponses. À l'EPIC, en 2023, on a reçu plus de 2700 demandes PPH dans divers domaines. La plus grande proportion de nos demandes PPH proviennent de l'USPTO, compte tenu de nos liens géographiques et économiques. Environ 8 des demandes de brevets à l'EPIC utilisent la PPH, mais on aimerait que ce nombre soit encore plus élevé de tout pays, inclus évidemment et surtout la France. Euh, alors, l'éligibilité des demandes PPH à l'EPIC. Alors, les 4 conditions de base à respecter pour la PPH sont les mêmes que Jonathan vient de présenter. Mais à l'OPIC, nous avons un régime d'examen différé. Donc, on peut demander un examen jusqu'à 4 ans à compter de la date de dépôt du brevet. Donc, la procédure peut avoir un délai selon ce que le client voudrait. Alors, comment déposer une demande PPH à l'OPIC? On a un très nouveau système Mon OPIC brevet qui contient un formulaire électronique ou bien on peut utiliser un formulaire PDF qui peut être inclus dans une correspondance électronique. Les documents à l'appui doivent être fournis ou disponibles dans un système d'accès au dossier et le demandeur doit indiquer la correspondance des revendications. Alors, comment la procédure se déroule à l'OPIC? Donc, évidemment, la demande sera examinée plus rapidement. Il est important de comprendre que la procédure ne change pas, autre que de tenir compte des informations soumises avec le PPH. L'examinateur effectuera une recherche et émettra un rapport ou une délivrance. Si lieu, l'éligibilité est réévaluée à chaque réponse et modification. Donc, merci et bonne route sur la PPH. Je te retourne la parole, Marc. Donc, merci Andrew, merci Jonathan. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment un bon aperçu court de tout ce qui est les applications et comment utiliser le PPH. Donc, allons maintenant passer de l'autre côté, de voir les gens qui ont utilisé le PPH, donc le panel avec les clients, partage d'expérience. Je vais juste remettre les euh, différents noms des gens. Donc, le panel, nous avons 4 intervenants. Donc, Jean-Nicolas Hérault. Jean-Nicolas est conseiller en propriété intellectuelle et mandataire des brevets européens. Il a débuté sa carrière en 2007 à l'INPI en tant qu'examinateur, puis responsable d'une pôle d'une dizaine d'examinateurs, dont Jonathan, en fait. Donc, depuis 2017, il exerce en cabinet de propriété industrielle. Louis-Pierre Gravel, lui, est associé chez Gypchamp LLP. Son expertise consiste à guider les clients dans l'élaboration et l'exécution de leur stratégie en matière de demande de propriété intellectuelle, ce qui a géré la préparation poursuite des demandes de brevets. Il est fréquemment sollicité pour des évaluations de diligence raisonnable et des évaluations de propriété intellectuelle, et sa pratique englobe également les litiges liés à la propriété intellectuelle et transactions commerciales. Nassima Nass est basée à Montréal, actuellement conseillère principale gestion de portefeuille de brevets et agent de brevet chez Hydro-Québec. Nassima Nass a acquis son expérience dans les postes précédents au Conseil national de recherche du Canada, chez Rio Tinto et chez Goudreau Gage Dubuc. Nassima est titulaire d'un diplôme de l'Université Concordia de Montréal. Elle possède un solide exemple de compétences qui comprend le transfert de technologie, la poursuite de brevets, l'octroi de licence et la diligence raisonnable, ainsi que les demandes et beaucoup plus. Et le quatrième, Gabriel Bouving, est directeur de la propriété intellectuelle chez Sagecom, où il gère la stratégie de protection des innovations et du portefeuille de brevets. Il pilote l'utilisation des différents outils de propriété intellectuelle afin de protéger au mieux les développements technologiques de Sagecom. Donc, nous allons aller dans cet ordre-là. Je vais demander aux participants de décrire brièvement leur entreprise ou organisation et ensuite de partager leur expérience avec le PPH ou la perspective de cet outil. Donc, je vais commencer. Donc, comme mentionné dans l'ordre, sans premier, ce serait Jean-Nicolas Hérault. Je passerai la parole. Bonjour à tous. Du coup, en termes d'expérience, ce n'est pas à titre personnel, c'est pour le compte de mes clients, évidemment. Le PPH, je l'ai noté, a permis à chaque fois d'accélérer grandement la procédure de délivrance. Quel que soit le pays dans lequel la requête a été déposée, c'était vraiment un accélérateur formidable en ce qui concerne l'examen. Voilà, alors je crois que
Marc avait mentionné le gain en termes de temps en ce qui concerne l'examen au Canada. Je ne sais pas ce qu'il en est côté INPI, mais en tout cas, voilà, quel que soit le pays choisi dans le cadre du PPH, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut avoir un intérêt pour obtenir un brevet rapidement pour des clients, par exemple, dans une optique de valorisation ou de licensing notamment. Voilà. Du coup, en ce qui concerne la présentation de mon cabinet, voilà, nous sommes 200, on couvre tous les domaines techniques et évidemment, nous pouvons requérir le PPH auprès de l'INPI pour vous. Merci. Donc, maintenant, si on passe à Louis-Pierre Gravel. Bonjour, merci à vous tous et merci aussi à l'INPI et l'OPIC de mettre ce webinaire en ligne. Je crois que c'est important de continuer à faire des efforts de, de- d'information et de promouvoir les différents outils qui existent dans le domaine de la propriété intellectuelle et surtout pour les brevets. Je représente, en fait, je suis associé d'un cabinet qui est une boutique en propriété intellectuelle qui est basée à Toronto. Je reste pour ma part à Montréal, d'où j'exerce mes activités. Euh, J'exerce dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis près de 30 ans et je crois que le PPH a été une innovation dans le domaine qui a grandement facilité l'obtention des titres par les détenteurs de propriété intellectuelle ou de brevets un peu partout dans le monde. Et outre l'aspect d'accélération dont Marc et Jean-Nicolas ont discuté, je crois que l'autre aspect qui peut être extrêmement important dans l'utilisation du PPH, c'est le fait de diminuer les coûts de poursuite dans les différents pays. Une stratégie de brevet qui s'appuie sur une utilisation des programmes de PPH, non seulement pour accélérer la poursuite des demandes de brevets, mais aussi pour niveler les obstacles qu'on pourrait rencontrer en cours de poursuite dans les différents pays, s'avère un outil qui peut être extrêmement important pour les clients qui sont soucieux des coûts mais qui désirent quand même obtenir une protection solide dans la plupart des pays dans lesquels ils pourraient obtenir une protection. Et je crois que pour des clients qui sont très soucieux des coûts, ça demeure un avantage important et non négligeable de pouvoir s'aligner au niveau de la portée des revendications sur celles qui ont été accordées dans un ou plusieurs pays pour ensuite de ça harmoniser et diminuer les coûts de poursuite dans les différents pays. Marc, je te repasse la parole. Merci, Louis-Pierre. Et maintenant, moi, je passe la parole à Nassima, d'Hydro-Québec. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors oui, donc je suis l'agent de brevet d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour ceux qui ne connaissent pas de l'autre côté de la planète, on est la compagnie d'électricité du Québec, principalement de l'hydroélectricité. On est plus de 24 000 employés. Nous avons un portefeuille de brevets, au-dessus de 1000 brevets qui sont actifs. Et voilà, donc je suis avec Hydro depuis un peu plus de 3 ans et je suis la seule agent de brevet à Hydro. Mon client principal est l'Institut de recherche d'électricité du Québec, mieux connu sous le nom de l'IREC, un des rares instituts de recherche au sein d'une entreprise d'électricité comme Hydro. Donc, très, très avant-garde. Et sensible à la propriété intellectuelle, mais étant la seule experte des moyens comme le PPH me semble vraiment très précieux. Ça permet, comme mes autres panélistes ont dit, d'uniformiser. J'aime bien ton mot niveler, Louis-Pierre. Et ça permet aussi de bien connaître son portefeuille, de travailler une seule fois avec les experts qui sont très sollicités, qui n'ont pas beaucoup de temps, et d'avoir une stratégie bien contrôlée dès le début, dès le premier jour.
Parfait. Merci, Nassima. Et maintenant, je passe la parole à Gabriel. Oui, merci Marc. Alors, bonjour à tous. Petite présentation rapide du secteur d'activité de Sagemcom et de notre volume de brevets pour que les participants puissent situer. On a un groupe industriel basé principalement en France. On exerce dans le domaine de l'accès à Internet, des décodeurs télévision numérique et des compteurs eau, gaz, électricité. Au niveau dépôt de brevets, on dépose une cinquantaine de nouvelles familles par an et on a un portefeuille qui est d'environ 500 familles. Donc ça fait 2000, peut-être 2300 brevets, quelque chose comme ça. Pour autant, on a une équipe pays, on va dire, de taille limitée, de taille humaine. Alors nous, on utilise le PPH effectivement comme un outil supplémentaire qui est à notre disposition. Le PPH, dans son nom, il y a Highway. On s'attendrait à ce qu'on l'utilise pour gagner du temps. En fait, nous, on l'utilise plus pour gagner de l'argent ou pour économiser. Effectivement, la procédure PPH, elle va vite. Les demandes qu'on a fait de PPH depuis des délivrances INPI, on a passé moins de temps de traitement devant l'Office canadien que notre propre temps de traitement interne. Donc ça va effectivement très vite. Mais je dirais le gros avantage, c'est de limiter l'examen. Limiter l'examen, ça veut dire que ça va nous coûter moins cher en temps de traitement. On s'en sort en moyenne avec un échange avec l'Office canadien, au lieu de une moyenne qui est autrement, on va dire, à deux, voire un petit peu plus que deux. Et donc ça, oui, on gagne un peu de temps, mais on gagne surtout le coût de traitement de la procédure. Et au-delà de la procédure de délivrance, ça nous permet également d'avoir des revendications de brevets qui soient le plus alignées possible entre ce qu'on a dans les différentes zones géographiques. L'un des critères du PPH, bien sûr, c'est qu'on ait des revendications qui soient similaires, hein, quasiment identiques, c'est même mieux. Et nous, on joue pleinement là-dessus parce que pour la gestion du portefeuille à moyen et à long terme, quand on a une équipe de taille humaine, on va dire, et que le portefeuille grossit, c'est nettement plus facile quand nos titres dans les différentes zones géographiques ont les mêmes revendications. Et le PPH, vu qu'il s'appuie sur l'examen qui est déjà fait par les autres offices, eh ben, ça maximise grandement notre chance d'avoir des revendications qui soient les mêmes dans les différentes zones qu'on a attaquées par PPH. Et c'est surtout ça, nous, déposant dans notre cas particulier, qu'on apprécie. Je dirais le gain de vitesse, pour nous, ça se traduit en gain d'argent. Il y a quelque chose de très pratique avec le Canada, c'est qu'il ne démarre pas l'examen tant qu'on ne l'aura pas demandé. Donc, en réalité, en fait, on attend d'obtenir une délivrance dans une zone avec laquelle il y a des accords PPH. Et tant que ça tient dans les calendriers, une fois qu'on a notre délivrance, on demande à l'Office canadien de se baser sur la délivrance depuis un premier examen qui a donné une opinion favorable à la brevetabilité pour ensuite poursuivre le dossier. Donc, on fait un peu traîner, on va dire, l'Office canadien, où on leur économise du temps, des efforts. Et puis, après, on se retrouve effectivement avec un traitement qu'on a constaté comme étant très rapide et qui, pour nous, répond, on va dire, à nos objectifs. Alors, merci, Gabriel. Donc, c'est intéressant de voir les différentes perspectives. Donc, qu'est-ce qui vous avantage un ou l'autre? Qu'est-ce qui peut être utile par rapport à un pas comme ça? Et est-ce que, peut-être voir qui va, est-ce que dans vos clients, si, c'est peut-être plus pour les agents, est-ce que vous recommandez d'abord d'utiliser le PPH ou ça vient plus tard dans une conversation avec les clients selon leur situation? C'est peut-être une question peut-être pour Louis-Pierre ou Jean-Nicolas. Oui, ben, je peux certainement commencer. Merci, Marc. Je pense que puisque le PPH repose sur l'obtention ou en tout cas l'acceptation de revendications dans une juridiction qui est membre des différents traités, la question par rapport au PPH va venir probablement un peu plus tard dans le cours de la poursuite. Généralement, les clients vont vouloir probablement préférer
faire le gros, entre guillemets, de la poursuite dans une des juridictions qu'ils considèrent pour leur technologie plus importante. Et ensuite de ça, en fonction de la portée des revendications qui sera ultimement accordée dans cette juridiction, là, on peut commencer à avoir des discussions par rapport à déclencher le PPH dans d'autres juridictions, justement pour faciliter le traitement. Je ne pense pas que systématiquement, nous irons tout de suite avec une stratégie qui utilise le PPH sans savoir un peu quel genre de portée des revendications on pourrait avoir dans l'une ou l'autre des juridictions considérées importantes par le client. Parfait, merci. En fait, je vais peut-être passer aux questions, parce qu'on en a reçu quelques-unes aussi. Donc, aller avec les différentes questions des participants. La première, elle est probablement pour Andrew, parce que c'est plus au sujet des PPH canadiens. Donc, c'est le cas d'une demande de PPH au Canada. Est-ce que l'Office canadien ne prend pas en compte les documents cités par l'USPTO, donc par le Bureau américain des brevets? Donc, c'est peut-être plus le cas parce que Andrew a mentionné qu'il y a beaucoup plus de peut-être PPH Canada-États-Unis utilisés. Donc, comment est-ce que les documents cités par les autres bureaux sont utilisés, hein? Oui, donc, c'est ça. Il faut comprendre que le PPH, ce n'est pas une garantie de correspondance de revendication. Donc, c'est quand même une procédure normale qui va inclure sûrement regarder euh, le statut ou la procédure dans tous les pays de la famille de brevets. Donc, s'il y a une famille USPTO, c'est pas mal, c'est certain que l'examinateur va le considérer dans le cadre du PPH. Et dans certains cas, on voit des documents cités ou une procédure différente dans un pays. Donc, c'est quand même, l'examinateur peut quand même aller voir une procédure dans un autre pays, la consulter et décider que c'est valide, puis qu'ils voudront continuer dans cette direction-là. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, oui. La courte réponse, c'est oui, normalement. Les examinateurs vont surtout, sûrement considérer les documents au USPTO. Oui, puis peut-être qu'on pourrait même acheter dans l'autre sens aussi. Donc, c'est pas une garantie d'obtenir le brevet aussi. L'examen est fait quand même parce qu'il y a des différences quand même dans les jurisprudences, même entre le Canada et les États-Unis. Donc, est-ce qu'il est brevetable ou pas dans un pays où les règles de nouveauté évidentes. Donc, quelqu'un pourrait se faire refuser même sa demande basée sur un PPH. Donc, l'examen a lieu normalement. Un peu comme le PCT aussi. Le PCT est une opinion. Donc, dans le cas où ça rentre dans le pays, ça peut faire une différence. Il y avait une question, là, c'est peut-être pour Jonathan. Quand c'était dans les différents scénarios, c'était sur le prior PCT. Donc, à un moment donné, c'est l'entrée. Après ça, est-ce que c'est l'accélération? C'est pour l'entrée en phase peut-être française ou même ça peut aider, accélérer la délivrance d'une entrée en phase européenne. Ouais, merci Marc. Hmm. Alors c'est une question qui revient souvent parce que il n'y a pas de phase PCT directe française. Donc suite à des accords avec l'OOB qui datent d'il y a un certain temps. Donc effectivement, si on veut sur un PCT, on peut accélérer par la phase PCT EP, mais dans ce cas, il faut que l'office ait un accord avec l'OOB, enfin un accord PPH avec l'OOB, l'office en question. Voilà. Et Donc, sur c'est ça. C'est vraiment, c'est par voilà. selon le bureau ou selon les jurisprudences, un peu comme était mentionné, hein. Une autre question sur la réduction de coûts. En fait, c'était au Canada, mais peut-être en général aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, souvent comme au Canada, il y a quand même une notification sur la forme. Donc, est-ce qu'il y a une réduction de coûts quand même? Ou qu'est-ce qui peut être réduit comme les coûts pour le client? OK, ben c'est ça. Bon, on voit ça. Je pense que Gabriel a un petit peu touché et d'autres ont touché un petit peu sur la réduction des coûts. Donc, il n'y a pas de réduction de coûts ou de taxes comme telle, mais c'est la réduction de rapport et la réponse, c'est une réduction. Pour nous, on est conscient d'un certain coût tu sais, pour nos employés de, de créer un rapport, tout ça, il y a un effort et un coût à ça. Donc, de notre côté, on est conscient de ce coût-là.
mais on est moins connaissant dans les coûts pour les clients. Il y a sûrement un effort et un coût à répondre à un rapport d'examen. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas sûr. Je pense que ça peut varier, mais on présume et on a entendu aujourd'hui, je pense qu'il y a une épargne de coûts sur ce côté-là aussi. Oui, on pourrait peut-être ajouter que, évidemment, même en comptant les coûts inhérents à la préparation de la requête PPH, ça sera de toute façon inférieur au coût de traitement d'une lettre officielle ou d'un rapport d'examen émis par l'Office. Ça, très clairement. Et j'ajouterais que la diminution du nombre de rapports d'examen de lettres officielles, en fait, vient du fait que l'examinateur qui traite une demande avec PPH, il y aura un peu j'appellerais ça une présomption de conviction que c'est brevetable. Après, voilà, comme vous l'aviez évoqué, rien ne l'empêche de citer de nouveaux documents et évidemment d'aller les chercher dans le reste de la famille. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau stratégie, c'est des choses qu'on peut aussi prendre en considération. C'est-à-dire, est-ce que actuellement dans la famille, il y a un pays dans lequel c'est compliqué? Oui, non. Et si c'est déjà compliqué dans un pays, peut-être ne pas lancer une procédure PPH parce que on risque d'avoir la prise en considération des documents cités dans ce pays-là, malgré le dépôt d'une requête PPH. Donc ça pourrait être un cas, par exemple, où on ne conseillerait pas à nos clients de déposer une requête PPH. A contrario, si on veut aller vite, ça peut être intéressant de déposer des requêtes PPH partout en même temps, afin que tous les examinateurs, alors ça c'est mauvais pour les examinateurs des pays, mais afin que tous les examinateurs travaillent en parallèle et du coup ne puissent pas connaître les éventuels documents qui seraient trouvés par les autres examinateurs. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça a bien marché. Voilà. C'est comme une comparaison des examinateurs, un audit un peu accéléré. Donc, il y a différentes stratégies utilisées et ça peut faire que justement, si tout ont le résultat en même temps, ben, ça vous donne votre brevet assez rapidement. J'ai une question pour Nassima, donc sur peut-être parce que c'est vrai que c'est peut-être pas Hydro-Québec depuis longtemps, mais c'est comme une organisation comme Hydro-Québec, est-ce que c'est récemment qu'a plus commencé à utiliser le PPH ou c'est depuis le début? Parce que les premiers PPH étaient plus des ententes bilatérales et il y en a depuis un certain nombre d'années. Alors, je dirais que c'est définitivement plus récent. Comme je disais, il y avait pas d'agent de brevet avant que je n'arrive à Hydro-Québec, donc les subtilités du système des brevets ne sont pas très connues. Alors, c'est quelque chose qu'on fait, je dirais, depuis mon arrivée. Évidemment, quand on fait des demandes PPH, on fait des concessions. Donc, il faut qu'on soit à l'aise avec les concessions qu'on fait. Et si on aime bien aussi prendre nos chances, voir qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays, c'est pas nécessairement qu'on veut exactement la même chose partout. Mais quand on fait cette analyse-là et qu'on est à l'aise, puis après avoir parlé plusieurs fois avec les inventeurs au tout début de la poursuite, ça devient plus intéressant de faire des PPH. Merci. Mhm. Peut-être question maintenant de retour aux gens du bureau. Donc, si on a une économie de procédure pour le PIC ou l'INPI, donc pour les offices n'ont pas prévu un remboursement partiel, peut-être de la taxe d'examen, un peu comme il y a pour quand il y a une recherche de PCT. Je ne sais pas si Jonathan ou Andrew veut se commettre sur cette question-là. J'aime cette question. C'est une bonne question. Je peux commencer par dire peut-être que changer des frais, c'est énormément compliqué dans le gouvernement. Souvent, les frais sont dans la législation. Donc, c'est comme un gros projet. Mais c'est peut-être pas une bonne raison euh, pour ne pas les changer. C'est sûr que les frais, en tout cas, je pense que c'est une bonne question, puis c'est quelque chose qu'on peut regarder de plus proche. On considère que l'épargne de temps et l'accélération, c'est comme une subvention d'une certaine sorte. On a un autre
un autre trajet avec une accélération payée qui coûte au-delà de 500 ou 600 dollars canadiens. Donc, donc, d'une certaine façon, on considère ça une réduction de coût, même s'il n'y a pas vraiment de réduction comparée à une procédure normale. Donc, je vais peut-être passer la parole à Jonathan, s'il veut rajouter. Oui, c'est pas une question qui n'est pas facile, effectivement. Je pense que ce qu'il faut fixer quand même comme point de départ, c'est que c'est pas une délivrance automatique et chaque office garde sa souveraineté quant au résultat final de l'examen. Donc les, les produits de travaux ou les rapports de la procédure dans la procédure parallèle servent de point de départ pour l'examinateur de l'INPI ou de l'OPIC, je suppose que c'est de la même manière, pour démarrer sa propre recherche. Et l'engagement, il porte sur la priorisation du traitement du dossier et pas sur sur l'issue de la procédure, ni sur ce qu'il y aura dans le rapport de recherche. Donc fréquemment, les documents qui sont cités, enfin, on refait la recherche avec, disons, les documents de la procédure parallèle qui peuvent servir de point de départ, mais on refait la recherche, on la fait juste, on la priorise. Donc, de là à passer à un remboursement, c'est un peu différent par rapport à la procédure de l'OB où ce sont les mêmes documents qui sont cités. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce remboursement partiel. Donc, on est quand même sur une optique un peu différente. Et si je peux rajouter là-dessus, je pense que le point que Jonathan vient de faire est un point qui est extrêmement important dans l'évaluation d'une stratégie d'utilisation de PPH ou non. Ce n'est pas une procédure d'obtention automatique des titres dans les différents pays où on pourrait déclencher un PPH. Ce qu'on fait, c'est on utilise les travaux qui ont été effectués dans un autre pays pour faciliter le travail de l'examinateur. Mais en aucun cas, l'examinateur euh, se subjugue d'une façon ou d'une autre à la conclusion ou à la notion de brevetabilité qui a été émise par un autre pays. Et donc, lorsqu'on discute avec nos clients de l'opportunité ou non de déposer un PPH dans tel ou tel pays, ben, il faut comprendre jusqu'à quel point les examinateurs vont être euh, plus récalcitrants à utiliser ou s'inspirer des travaux qui ont été faits dans d'autres juridictions ou des pays où on va être plus... et je ne veux pas sous-entendre ici qu'il y a un examen qui est plus léger dans un pays ou dans un autre. Mais certains pays ont tendance à plutôt s'aligner sur les travaux qui ont été réalisés à l'extérieur pour toutes sortes de très, très bonnes raisons. Euh, mais il y a quand même certaines juridictions où euh, la, la- l'autorité, la souveraineté des examinateurs est quand même présente et les examinateurs vont vouloir continuer à faire leurs recherches et soulever des objections tant de fond que de forme sur les revendications. Donc, avec l'expérience, on apprend à comprendre un peu quelles sont les différentes juridictions qui présentent des caractéristiques communes et à ce moment-là, on peut mieux conseiller nos clients dans l'utilisation d'une stratégie de PPH. Merci, Louis-Pierre. Une question peut-être pour Gabriel qui peut être intéressant, c'est-à-dire quand vous devez changer, supposons qu'on part de la France pour aller au Canada, est-ce que vous essayez de modifier les revendications pour l'adapter aux spécificités disons, de la pratique canadienne ou c'est plus comme dans le deuxième temps? Ou peut-être même juste avec n'importe quelle autre jurisprudence où il y a des différences, hein? Alors, ça dépend des cas. Euh, au Canada, on peut déposer soit en français, soit en anglais. Alors, quand on fait un PPH depuis une délivrance française, bien évidemment, on fait notre procédure en français. Et honnêtement, non, on ne fait pas d'adaptation, de revendication. Ce qui veut dire que peut-être, lors de la première lettre officielle, on va devoir les faire. Par contre, il arrive des fois où on demande un PPH Canada sur la base d'une délivrance EP ou d'une délivrance US. Bien évidemment, quand on part sur la base d'une délivrance US, en fait, enfin, bien évidemment, dans notre cas, on se retrouve à faire la procédure en anglais au Canada et on a une adaptation qui est, on va dire, non pas canadienne, mais qui est déjà nord-américaine, qui est un tout petit peu plus proche que France versus Canada.
Donc, on n'a pas d'harmonisation, on va dire, ça dépend au cas par cas. Et je dirais, c'est pas forcément très grave, parce que de toute façon, on, au début, on se dit, quand on connaît pas le PPH, on se dit, bah, je vais obtenir une délivrance directe. Non. Alors, ça peut surprendre au début, mais que les déposants ne se méprennent pas, on n'obtient pas une délivrance directe. En tout cas, moi, j'ai jamais vu le cas. Euh, L'Office canadien, par exemple, il fait son boulot. Et oui, il se base sur une procédure qui a déjà abouti, donc ça simplifie grandement le travail, mais pour autant, il y a un rapport de recherche, il nous sort des documents supplémentaires. En fonction des cas, ils viennent des procédures parallèles où il les a trouvés tout seul, peu importe. Mais en tout cas, oui, il y a des nouveaux documents qui nous sont opposés, et il y a effectivement des objections de forme. Euh, mais on se retrouve sur quelque chose qui est quand même assez léger et je dirais on se permet de traiter les deux en une seule fois. Ça nous convient. De toute façon, on va être sur une procédure qui, de notre point de vue, va être limitée en nombre d'étapes. Moi, je gagne environ 50% sur mon nombre d'échanges avec l'Office canadien par rapport à si je ne faisais pas de PPH. Donc, on, on est un peu de mauvais élèves en fait. On pourrait faire les adaptations avant, mais l'expérience montre qu'on n'a pas forcément besoin pour le moment. Après, peut-être que dans certains cas particuliers, on pourrait avoir, on pourrait gagner à le faire, on va dire. Ça dépend des particularités de chaque déposant et du dossier de chaque déposant. On a des stratégies globales et il y a toujours des dossiers sur lesquels on est un peu plus attentif, sur lesquels on a des besoins qui sont particuliers, qui font que on va s'adapter différemment. Et je dirais, c'est à chaque déposant de voir ce qu'il veut faire sur son dossier. Et en tant que déposant, n'oubliez pas de communiquer ce que vous voulez faire sur votre dossier à votre conseil, donc en France, à votre CPI, parce qu'il ne peut pas le deviner, en fait. Oui, pas devenu, puis ça dépend de la stratégie à plus long terme aussi d'un pays à l'autre, qui peut être intéressant sur ça. Et peut-être une question en général peut-être aux membres du panel, je ne saurais pas qui est particulier, mais est-ce qu'il y a des astuces, des erreurs à ne pas faire dedans? Est-ce que vous avez déjà des demandes qui ont été refusées de PPH? Pas le brevet lui-même, nécessairement, mais qui n'ont pas pu rentrer dans le PPH, donc, ou des domaines où ça s'applique pas tellement bien, ou des petits trucs pratiques. Alors, moi, je dirais que la demande qui est mal partie pour le PPH, c'est une demande, comme ça a déjà été évoqué, où l'examen a été difficile. Euh, et probablement à juste titre. Si au début, lors du rapport de recherche, on se retrouve avec trois documents X, et puis que pour obtenir la délivrance, on a dû avoir trois, quatre échanges avec l'office de départ, qu'on a dû modifier fortement les revendications, c'est que c'est probablement un dossier qui était difficile à défendre et c'est pas forcément le plus adapté au PPH. Je dirais à juste titre, si on a déjà dû batailler fortement avec un premier examinateur, l'examinateur du pays suivant, il y a des chances qu'on ait besoin de batailler pas mal avec lui et que la procédure PPH soit pas forcément le plus judicieux à ce niveau-là. Mhm. Oui, j'ai des cas concrets comme ça, Gabriel, effectivement. Mais moi, je dirais pas une erreur, mais surtout le risque qu'on prend en faisant des PPH, c'est, par exemple, nous, on dépose nos demandes canadiennes en français, nos demandes internationales aussi, en français avec l'OPIC, puis si on reçoit des rapports de recherche internationale entièrement positifs et on se dit, OK, on va faire un PPH tout de suite au Canada, par exemple, ou bien un PPH tout de suite. On se rend compte, pas très longtemps après, qu'en Chine, on s'est fait citer des documents très pertinents qui n'ont pas été cités là où on a fait des PPH. Donc, on se questionne sur la validité de notre brevet quand on va trop vite. Et je dirais que c'est le risque majeur c'est la question majeure quand on se demande est-ce qu'on devrait y aller pour un PPH ou pas. Je crois que la question du moment où déposer la requête PPH est très, très important. Marc, tu posais la question à savoir est-ce qu'il y a
des moments où la requête a été rejetée. Mais je pense que dans des cas où on attend un peu trop longtemps avant de déposer la requête PPH, il y a un rapport d'examen qui est émis juste avant le dépôt de la requête, fait en sorte que maintenant on n'est plus éligible au PPH et donc la requête se fait rejeter. Je pense que ça, c'est l'envers de la médaille. D'un côté, on veut aller très rapidement. Mais d'un autre côté, si on veut attendre de voir la poursuite dans certains autres pays, faut ralentir un peu, mais il ne faut pas trop ralentir non plus. Donc, le fait d'avoir un œil très serré sur l'avancement de la poursuite dans les demandes des différents pays devient extrêmement critique pour s'assurer qu'on ne rate pas un délai. Mm. Parfait. Merci, Gabriel, Nassima et Louis-Pierre. Et là, on arrive à la fin de notre séminaire, donc notre présentation. Donc, la discussion aurait pu continuer, mais on va être obligé d'interrompre ici. Donc, je vais redonner la parole pour faire la conclusion. Donc, je vais remercier tous les participants, donc ceux qui ont présenté, il y a Jonathan et Andrew au début, et ensuite pour les questions, donc, Gabriel, Nassima, Louis-Pierre et euh, pardon, Jean-Nicolas. Et pour conclure, ben, je vais passer la parole à Valérie Beauchamp, qui est directrice du département des brevets à l'INPI. Donc, Valérie, à vous. Merci beaucoup. Euh, Bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord adresser donc mes sincères remerciements au nom de l'INPI, d'abord au modérateur Marc de VI Shower, mais également à tous les intervenants de ce jour, donc Jonathan Witt, Andrew Davidson, Jean-Nicolas Hérault, Louis-Pierre Gravel, Nassim Anas et Gabriel Bouvine. Vous avez tous accepté d'intervenir à cette occasion, d'échanger, d'apporter vos retours d'expérience très riches et instructifs sur le PPH entre l'INPI et l'OPIC et sur les PPH en général. Je souhaite également saluer le travail des équipes de l'OPIC et de l'INPI qui ont œuvré au succès de ce webinaire. Je remercie bien entendu l'ensemble des participants à ce webinaire et je ne doute pas que celui-ci invitera à une réflexion sur les PPH plus systématique si ce n'était pas déjà le cas. Je souhaite rappeler également qu'en vertu de la déclaration d'intention commune entre l'INPI et l'OPIC portant sur la coopération en matière de traitement des demandes de brevets, signée le 3 décembre 2021, le programme pilote de PPH devait s'achever le 31 janvier 2025, mais il a été prolongé pour une durée de 5 ans supplémentaires, comme l'a indiqué Jonathan un peu plus tôt. Cette prolongation a été actée lors de la rencontre bilatérale entre les deux offices, en présence de M. Pastelfort, directeur général de l'INPI, et de M. Constantinos Georgaras, président de l'OPIC. La rencontre s'est tenue le 2 octobre 2024 en marge de l'inauguration de l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle, en présence du secrétaire d'État à la francophonie, M. Thani Mohamed Soilihi, et de plusieurs offices de propriété intellectuelle du monde francophone, partenaires de longue date de l'INPI, à l'image de l'OPIC. Ce webinaire vient ainsi s'inscrire dans le cadre des activités de cette nouvelle alliance, qui a pour objectif de renforcer le français comme langue de travail et d'influence dans le monde de la propriété intellectuelle. Dans quelques jours, vous pourrez d'ailleurs retrouver la rediffusion de ce webinaire sur le site dédié à cette alliance. Merci encore à tous, en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année, un peu en avance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les participants. Au revoir. Merci. Bonne journée, bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée.